Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin et de faire quelques mots introductifs pour parler de la question du plan. Merci pour l'intérêt solidaire pour cette thématique très importante et merci à tous les experts qui ont fait un travail remarquable. Je viens de voir les documents distribués et effectivement c'est un travail vraiment qui mérite d'être salué compte tenu de la qualité de la réflexion évidemment qui est exprimée. Évidemment, je ne me permettrai pas de commenter en détail maintenant tout ce qui vient de l'être dit, bien ce qui va, parce que je ne suis pas évidemment à ce stade-là, mais je vais donner quelques réflexions préliminaires sur les questions qui vont être abordées. Je vais essayer de suivre avec vous les travaux dans la mesure du possible. En tout cas, les équipes du ministère seront là pour accompagner cet exercice que je tiens encore une fois à saluer. Alors, pour savoir comment on va faire en fait le prochain plan, il faut certainement commencer par faire le point sur ce qui a été fait et surtout évaluer ce qui a été fait, évaluer le travail de planification qui a été fait à tout le moins pour le dernier plan, l'évaluer de manière méthodologique. Je pense que c'est un peu ça l'essence de la réflexion que vous sollicitez de ma part en cette ouverture. Alors, je dirais, il y a 4 ou 5 idées principales importantes qui me paraissent très importantes dans l'évaluation du travail de planification qui a été fait et qui doit être prise en compte lors de du prochain exercice de planification. La première chose, c'est que un plan, ça exprime une vision. Et je pense que vous avez bien souligné ça dans le propos introductif que vous voulez le faire, mais également dans la réflexion qui est un peu à la base de ce travail aujourd'hui et de cette une vision, ça exprime des choix. Et ça exprime une volonté de mettre en place un paradigme, un modèle pour le développement économique et social d'un pays. En tout cas, c'est la base de départ de l'exercice de planification. C'est de dire, ce pays-là, quelle direction il va prendre, où est-ce qu'on va? Je pense que de ce point de vue-là, on se permet, puisqu'on est dans un exercice d'évaluation, de dire que le dernier plan n'exprimait pas très clairement quelle est la direction qu'on va prendre, qu'on veut prendre, et quelle est la vision que nous avons pour la Tunisie. Comment on voit la Tunisie demain? Comment on voit la Tunisie dans un horizon de 15-20 ans? Quel est en fait le modèle dans lequel nous voyons pour faire que la Tunisie puisse trouver sa place dans le monde de demain. Et je pense que cette réflexion, qui est à mon avis la base de tout, a fait que finalement, en termes de choix exprimés, on se retrouve dans des situations où on a quelque part cherché un peu à faire de tout sans faire quelque chose finalement de très cohérent. Donc on veut faire de développement des infrastructures qui vont servir à l'agriculture, on va faire des zones industrielles, on va faire dans le tourisme, on va faire pour l'éducation, on va faire pour la santé, on va faire pour l'enseignement, on va faire
pour l'énergie, on va faire pour le transport, etc., etc. Mais quel est le choix qu'on exprime? Je me rappelle quand on a discuté de la liste des ce qu'on appelle les secteurs prioritaires qui devraient être favorisés, ou en tout cas bénéficier des incitations, je me rappelle personnellement avoir dit finalement, si on a une vingtaine de secteurs prioritaires, c'est que finalement on n'en a pas, on n'en a aucun. On ne peut pas avoir 20 priorités. Si on a 20 priorités, c'est que nous n'avons aucune. Et je pense que c'est le problème du plan de développement, mais aussi des politiques de développement de manière générale, c'est que on n'est pas encore arrivé en Tunisie, je pense que pour plusieurs raisons, à avoir une vision très claire sur la Tunisie qu'on veut et quel modèle économique de développement qu'on veut épouser. Et pour cela, évidemment, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc, faire un peu toute l'évaluation, un peu de toute l'histoire des politiques économiques et sociales du pays, et voir si on veut s'inscrire dans une rupture, si on veut s'inscrire dans une rupture profonde, si on veut s'inscrire dans un schéma de réaménagement des politiques qui ont été faites ou adoptées depuis l'indépendance ou depuis les années 90 ou 2000, ou on veut aller vers quelque chose de nouveau, ou bien on veut changer partiellement quelques aspects, mais sans toucher fondamentalement au modèle qui a été le nôtre. Je salue la présence Silesh Merlet, je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là, qui a fait, j'ai lu avec beaucoup d'attention, d'intérêt son livre sur le modèle tunisien, qui a fait un travail remarquable sur cela. Et je pense que finalement, quand on voit en fait les tergiversations et finalement les hésitations des choix en matière de politique économique et sociale, c'est finalement dû à l'absence en fait d'une vision. Ne pas dire partager, déjà, il faut avoir la vision après pour la partager, mais dire sur le fait, est-ce qu'on veut continuer dans le même modèle? Est-ce qu'on veut aujourd'hui changer ou on ne veut pas changer? Est-ce que le modèle de développement qui a créé des usines dans des secteurs concurrentiels dans les années 60, des entreprises publiques, est-ce qu'on veut continuer dans ce choix? Bon, c'est le type de question qu'il faut se poser quand on fait un plan, et je pense que ce n'a pas été fait. En tout cas, merci Solidar et merci à tous ceux qui œuvrent aujourd'hui pour faire mûrir une réflexion commune sur ces sujets-là, parce que je pense que si les politiques publiques piétinent sur cela, c'est que le débat public sur ces questions-là n'est pas aujourd'hui un débat qui, je ne vais pas dire arrivé à maturité, mais qui n'a pas vraiment démarré de manière importante. Donc je pense que la première chose qu'il faut se poser pour le prochain plan, quelle est la direction qu'on veut prendre pour la Tunisie? Est-ce qu'on veut un pays industriel? Est-ce qu'on veut un pays axé sur les services, un hub de services continental? Est-ce qu'on veut un pays qui concentre sur l'agriculture et qui fait de l'agro-industrie, qui mise sur l'huile d'olive et sur peut-être la transformation de toutes les richesses? Est-ce qu'on veut un pays qui combine tout ça, il fait du tourisme, il fait également de l'agriculture? Est-ce qu'on veut en fait passer, en gardant un peu une répartition sectorielle, mais passer à un autre palier en disant oui, je veux faire de l'agriculture, mais de l'agriculture à forte valeur ajoutée, et de l'agriculture écologique, de l'agriculture durable, de l'agriculture qui est aujourd'hui en mesure aujourd'hui de préserver de nos ressources hydrauliques, parce que si aujourd'hui il faut des milliers de litres pour avoir un kilo aujourd'hui d'agrumes, est-ce que c'est vraiment cette agriculture qu'il faut préserver? Donc il faut faire une évaluation un peu du modèle qui a gouverné la Tunisie, qu'on le connaît.
Si on veut le résumer, c'est le modèle low cost. La Tunisie a fait depuis l'indépendance dans le low cost. Le tourisme, c'est du low cost. L'agriculture, c'est du low cost, c'est de l'exportation en vrac. L'industrie, c'est du low cost. C'est le montant, c'est la valeur de l'œuvre pour l'industrie textile, c'est vraiment de l'industrie d'assemblage, etc. C'est le service qui est également de low cost. Donc c'est un peu aujourd'hui un modèle qui a permis dans les années 70, 80 jusqu'à 90 d'absorber un peu les travailleurs non qualifiés ou très peu qualifiés, mais qui à partir des années 2000, avec les dizaines de milliers de cadres, de diplômés de l'enseignement supérieur qui arrivent sur le marché, s'est trouvé dans une impasse. Parce que dans les années 90, on avait 7 milliers de diplômés de l'enseignement supérieur pour 70 000 approximativement d'étudiants. Dont la moitié ou un peu plus ont été absorbés par la fonction publique. Donc il y avait 3 000 4 000 diplômés d'enseignement supérieur absorbés par le secteur privé, donc ça allait plus ou moins. Maintenant, arriver à 300 000 étudiants, 250 000 étudiants, avec 70 000 diplômés d'enseignement supérieur tous les ans, évidemment, là, on est arrivé. Donc la révolution a été l'expression de l'impasse, du choc qui a été subi par ce modèle qui s'est essoufflé, qui n'arrive plus à répondre aux besoins de la société, notamment de créer le nombre d'emplois. Le deuxième point, après la vision, c'est que, effectivement, un plan, comme son nom l'indique, est une façon de faire. C'est un mode opératoire. On dit j'ai un plan, ça veut dire je sais comment faire. Parce que le plus important, comme disait Thatcher, don't tell me what to do, tell me how to do. Le problème, c'est pas uniquement de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, mais comment on va le faire et comment on peut le faire et est-ce qu'on a les moyens de le faire. Et je pense que de ce point de vue, le plan, en fait, quand on voit le travail qui a été fait, on a dit il faut que l'investissement arrive à 25% du PIB. Il faut que aujourd'hui on arrive à faire de la valeur de l'économie à forte valeur ajoutée. Il faut qu'on fasse de la filière. Mais comment on va le faire? Alors quand on voit le travail qui a été fait, évidemment, moi je vais concentrer un peu sur les lacunes, parce que je pense que pour dire qu'est-ce qu'on veut faire méthodologiquement, comment on va faire le plan de demain, il faut déjà voir quelles sont les défaillances. Mais évidemment, il y a un travail important qui a été fait, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais je veux dire, comment on va arriver à ces objectifs-là, comment on va le faire, évidemment, là, on ne trouve pas de réponse. Et donc, le plus important aujourd'hui, c'est comment faire du plan, un plan de transformation, comme on a dans les pays en Corée ou du Sud ou bien en Malaisie, etc. On a Economic Transformation Plan. Ils ont un plan de transformation économique et un plan, ça détaille quels sont les choix qui doivent être faits et mis en place pour qu'on arrive à faire cela. Et si on veut faire de la Tunisie un hub de service, il faut dire, voilà, ce qu'il faut faire, aujourd'hui, c'est de faire de la Tunisie un aéroport continental à 30-40 millions de voyageurs, avec une compagnie aérienne, avec aujourd'hui un positionnement en matière de services, etc., pour faire que la Tunisie puisse... Et pour arriver à cela, comment faire en sorte qu'on peut mobiliser du PPP, on va mobiliser aujourd'hui du financement de l'investissement extérieur, etc., etc. Donc il est important de voir et de décliner très concrètement cela, et je pense que de ce point de vue-là, il y a un problème. Donc également, le deuxième point, pas uniquement la vision, mais aussi le plan de transformation qui doit accompagner et la déclinaison, je dirais, opérationnelle un peu de cette vision-là qui va nous permettre de pouvoir réaliser les objectifs qu'on s'est fixés. Troisième aspect, à mon avis, qui a été problématique, c'est qu'on a fait une chose qui était très bien, on a fait le plan dans le participatif. On a fait de manière que... moi, j'ai accompagné un peu ça, j'ai vu, il y avait
les syndicats, les patronats, les associations, les ONG, la société civile, l'académie, les régions, donc les collectivités, etc. Tout le monde presque a participé, évidemment les députés bien sûr, représentants du peuple, etc. Tout le monde a participé à cet exercice de planification. Le travers de cela, c'est que, en fait, on est tombé dans les revendications corporatistes et régionalistes. Et en fait, on est tombé dans bien tout simplement, revendications. Donc, dans la localité ou la collectivité à côté, il y a un centre de formation professionnelle. Ben moi aussi, je veux un centre de formation professionnelle. L'autre, il a une route express. Moi, je veux une route express. L'autre, il a un hôpital catégorie, je ne sais pas quoi. Moi, je veux une catégorie au-dessus. Je veux une autoroute. Je veux ici, évidemment, une zone industrielle. Et je veux ici une zone d'irrigation, etc., etc., etc. Et donc, on est tombé trop vite. Mais c'était une pression énorme, on est tombé dans la liste de vœux, en fait. Le plan s'est transformé en liste de projets qui expriment, en fait, finalement, chaque région et les représentants de chaque région qui entrent, évidemment, entre eux dans une surenchère pour dire, moi je veux ceci, moi je veux cela. Et ça, c'est problématique. Problématique parce que, en réalité, ça traduit l'absence de vision. Moi, je le vois, quand on va dans une région, moi, je veux une zone industrielle. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec la zone industrielle? Est-ce que la vocation de votre région est industrielle? Aujourd'hui, on a des zones industrielles, qui sont des zones industrielles parfaitement aménagées, mais il n'y a personne. Vous avez des zones industrielles aujourd'hui qui sont parfaitement opérationnelles, mais il n'y a personne. Parce que, quand on a voulu faire la zone industrielle, on pensait qu'il suffit de mettre une zone industrielle, parce qu'après les investisseurs viennent. Après, vous avez des régions qui vont venir vous dire, oui, mais nous avons une zone industrielle, mais il n'y a personne. Est-ce que vous pourriez faire un effort pour nous ramener des investisseurs? Mais déjà, il fallait se poser la question à l'avance, est-ce que les investisseurs viendraient dans cette région-là, juste parce qu'il y a une zone industrielle, ou bien parce qu'il y a autre chose? Et est-ce que tout le pays, tous les gouvernements, et toutes les délégations et toutes les localités doivent avoir une zone industrielle? Est-ce que la vocation de la région n'est pas plutôt agricole, ou bien de service, ou bien touristique? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur investissement à allouer à cette région pour permettre que la région puisse avoir des résultats économiques plus performants? Et donc, là, le problème en fait qui s'est posé, c'est comment gérer ce caractère participatif pour qu'il puisse finalement permettre aux gens de sortir le meilleur d'eux-mêmes et de pouvoir eux-mêmes être impliqués dans les choix. Pour dire, oui, notre région, moi je ne veux pas que ma région ait une zone industrielle pour qu'après il n'y a personne, mais je veux qu'il y ait dans cette région aujourd'hui des atouts pour ma région. Évidemment, l'État va investir dedans, mais qui vont permettre de ramener de l'activité économique derrière. Et donc, on s'est trouvé avec un plan où nous avons une liste de projets partout, et on va faire tout partout, de la même façon, de manière uniformisée, comme si la Tunisie, de Tozor à Barqa, à Benzart, à Sousse, à Hamamet, à Qlibia, ou bien à Séline, au Kef, ou bien c'est là, c'est partout pareil. On peut faire partout la même chose. Et évidemment, cela exprime justement l'absence de vision globale pour le pays, mais l'absence de vision régionale de développement. Parce que le modèle de développement, et ça c'est un autre point important également, doit se décliner dans des modèles régionaux de développement qui vont permettre aux régions d'exprimer leur vocation réelle et de permettre à leur population de s'épanouir chez eux en développant et en misant sur les avantages compétitifs. Parce que les avantages compétitifs de Toulouse ou Nafta ou Gbeli, ce n'est pas les avantages de Trabka, ce n'est pas les avantages du Manouba ou de Neb, etc. Ce sont des avantages compétitifs différents. Et il faut, pour faire en fait un plan de développement national, il faut faire une vision également de développement régional qui permet de miser sur les avantages compétitifs des régions et de pouvoir en fait des
des identités économiques également autonomes au sein du modèle de développement tunisien. Et évidemment, après, on parle de marketing région, pas uniquement de marketing pays. Après, si on veut demain parler à un investisseur étranger en Bavière, ou bien en Colorado, ou bien au Texas, ou bien en Île-de-France, on va parler de la région du sud-est, on va parler du nord-ouest, on va parler de régions qui ont peut-être des liens et des choses qui s'approchent d'autres régions dans d'autres évidemment pays, même si les tailles sont évidemment très différenciées, mais ce n'est pas un handicap. Mais en tout cas, faire en sorte qu'après on peut marketer une région. Parce que venir dire aux gens, venez investir en Tunisie, bah, la Tunisie, ce n'est pas un tout homogène et finalement tout est pareil. Venir investir à Gbelio ou à Silienne ou à Jendou, bah, c'est pas venir investir à Halamet ou à Sousse ou à Sers, etc. Donc il y a évidemment des spécificités qui peuvent se décliner in fine en façon de marketing. Alors, le cinquième point, c'est évidemment la prédominance du volet infrastructure économique et sociale. C'est-à-dire que, si on veut résumer, finalement, le plan était un plan de développement des infrastructures. Ce n'est pas un plan de développement économique et social. Parce qu'on peut, quand on regarde en détail, on va trouver que dans toute région, on peut savoir exactement ce qu'on a besoin, en tout cas, ce qui a été exprimé comme besoin. Est-ce que c'est vraiment un besoin ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce qui a été exprimé comme besoin dans toutes les régions, sur aujourd'hui les hôpitaux, ce qu'on a besoin, les routes, les autoroutes, l'infrastructure en eau, en énergie, etc., etc. Mais la question qu'il fallait se poser, et en relation avec ce que je viens de dire, c'est que cette infrastructure, elle va servir à quoi? La question, c'est avant d'acter dans le plan que je vais faire telle ou telle infrastructure, il faut se poser la question, mais est-ce que j'ai la vision de développement qui va permettre, en fait, à ce que cette infrastructure va permettre à la région, ou à la localité, ou à telle ou telle ville, ou à telle ou telle région de pouvoir développer pleinement son potentiel de développement économique. Et donc, aujourd'hui, nous avons dans le pays des infrastructures importantes, mais dont on ne voit en termes de rentabilité économique aucun autre. On a un aéroport à Tbata. Combien de personnes d'entre vous ont utilisé l'aéroport de Tbata? L'aéroport de Sfax, qui est aujourd'hui presque en inactivité, quand même pour une grande ville comme Sfax. On a des aéroports à Games, on a des aéroports dans le sud qui sont à tous, qui n'étaient pas non plus une grande réussite en matière de rentabilité. Je donne l'exemple des aéroports, mais on en a plein. J'ai parlé des zones industrielles, on a plein de zones industrielles qui sont complètement désertées, il n'y a personne. C'est en réalité parce que le plan a été un plan d'infrastructure. Quand on regarde la partie privée, d'investissement privé, la partie de développement économique, avant de dire j'ai besoin d'un aéroport à Tbata, il faut dire mais quelle est la vision que j'ai pour le développement de ça? Et que l'aéroport soit un maillon dans cette chaîne, et que soit un élément, une composante parmi d'autres. Et c'est ça, évidemment, le problème le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu de vision intégrée de développement. Donc, quand vous allez dans une région où vous avez un aéroport, mais vous n'avez pas le reste, quand vous allez dans une région où vous avez plein d'hôtels, mais vous n'avez pas de restaurant, vous n'avez pas de loisirs, vous n'avez pas de valorisation des sites archéologiques et des sites culturels, vous n'avez pas de circuit touristique bien comme il faut, vous n'avez pas l'offre en matière de divertissement, l'offre culturelle qui valorise tout le patrimoine et qui crée aujourd'hui. Et donc, vous n'avez pas tout ça, donc vous ne pouvez pas finalement valoriser même l'investissement public important que vous avez fait. Vous ne pouvez pas. Pareil, vous avez des régions où vous construisez des hôpitaux, mais vous n'avez pas les ressources humaines, vous n'avez pas les médecins, vous n'avez pas les infirmiers, vous n'avez pas les techniciens.
Et donc, vous n'êtes pas en mesure de faire fonctionner l'infrastructure parce que vous avez fait fonctionner en silo de manière cloisonnée. Et donc, l'offre de formation et de développement des compétences et évidemment d'incitation pour les compétences dans les régions n'est pas allée de pair avec le développement des infrastructures, la construction des infrastructures sociales. Donc, du coup, il y a ce décalage-là et cet écart qui ne permet pas à ces infrastructures de pouvoir être bénéfiques pour la région. Et c'est là où c'est important de dire que finalement le développement des régions ne sera pas pleinement réalisé si on n'a pas une vision intégrée de la région et une vision qui développe et qui promeut l'attractivité globale de la région. Parce que moi, quand je vais à Sidi Bouzid, je trouve une excellente usine où, quand vous entrez dedans, vous êtes dans une usine, vous pouvez dire je suis en Europe, ou je suis en Amérique, vous avez d'excellentes conditions, vous avez des équipements extraordinaires. Après, quand vous parlez avec le directeur de l'usine ou bien quelques cas de l'usine, ils vous disent voilà, moi j'habite ici juste à côté, je viens le lundi, le vendredi, je prends mes affaires et je pars parce que je ne peux pas vivre ici. Moi, je l'ai vu dans plusieurs régions, à Sidi Bouzid, à Jendou, etc. Donc, si vous n'avez pas une politique d'attractivité, je dirais, exhaustive de la région, pour faire en sorte que les cadres peuvent aller avec leur famille vivre là-bas, pour permettre finalement d'attirer les talents et les compétences pour qu'ils vivent dans ces régions-là, et pour qu'ils puissent permettre un décollage économique de ces régions, évidemment, vous allez toujours trouver une pénurie de ressources et vous ne pouvez pas donner à ces régions-là pleinement leur capacité de développement. Et donc, il ne suffit pas de prévoir des infrastructures, il ne suffit pas d'avoir finalement aujourd'hui des routes ou des autoroutes, mais il faut une vision plus globale de développement. Donc, si je résume alors le plan de demain, le plan de demain doit intégrer toutes ces réflexions. Il doit premièrement répondre à la question quelle est la vision que nous avons pour la Tunisie et quel est le modèle pour lequel nous avons opté pour que cette vision puisse pleinement se réaliser. Et personnellement, je pense qu'il y a des ruptures à faire, et des ruptures pas uniquement institutionnelles ou bien juridiques, mais également des ruptures culturelles. Et vous avez bien rappelé, Madame Lobnageli, tout à l'heure, l'importance évidemment des valeurs, les questions des valeurs et les questions évidemment de comportement. Pour que cette vision ait des chances d'être réalisée, il faut qu'il y ait évidemment un mode opératoire qui va permettre de nous dire comment on va faire le sequencing, comment on va réaliser, comment on va mettre ça en place, parce qu'il ne suffit pas de dire évidemment des vœux. Troisième chose, il faut arrêter avec ce caractère participatif qui va permettre finalement de faire une compilation, de faire du plan une compilation de projets, une liste de vœux pour les régions. Il faut arrêter avec la prédominance également du volet infrastructure pour avoir une vision intégrée de développement global, mais également de vision de développement des grandes régions. Et j'insiste sur le caractère intégré et le caractère écosystémique, je dirais, de ce développement, et en intégrant évidemment l'attractivité globale des régions. Si on a des régions aujourd'hui qui ne permettent pas ou qui ne sont pas aujourd'hui en mesure d'attirer suffisamment d'investissements, c'est que ces régions ne sont pas suffisamment attractives. Et il ne suffit pas de mettre une autoroute à côté, il ne suffit pas de mettre un aéroport à côté pour que la région puisse décoller. Il faut qu'aujourd'hui, quand je vais à Jendou, ou à Toulouse, ou à Agvel, aussi du Bouzid, et je vais m'installer là-bas en tant que directeur d'usine, en tant que médecin, en tant que prof universitaire à Yafsa, il faut que j'ai d'excellentes écoles pour mes enfants, il faut que je trouve une piscine à côté, il faut que je trouve un centre culturel,
cinéma, un théâtre, un lieu de loisirs, je peux avoir un restaurant pour aller avec ma famille, etc. Si on n'a pas des conditions, une vision d'attractivité globale pour les régions, évidemment ces régions seront condamnées, non pas à ce que les talents n'y vont pas, mais c'est que les enfants, les propres enfants de ces régions, eux-mêmes, ils vont le déserter, ils ne seront pas évidemment attirés de construire et de voir leur avenir là-bas. Donc moi, je pense que le prochain plan doit avoir ces caractéristiques-là pour pouvoir vraiment être un outil de planification, au sens un outil pour promouvoir la place de la Tunisie dans le monde et pouvoir situer la Tunisie aujourd'hui dans son environnement régional et global, et non pas un simple outil bureaucratique pour finalement programmer des projets dans le prochain budget. Voilà ce que je voulais dire. Désolé si j'étais un peu lent. J'espère que ça a été utile. Merci beaucoup.